Alors, nous sommes aujourd'hui à la SMAC de Romans, la Coordonnerie, où aura lieu ce soir le concert de Brain Damage, pilier de la scène dub actuelle, à l'occasion de la tournée des 20 ans. Tu fêtes cette année les 20 ans du projet. Donc le projet remonte en 99. Alors cette année-là, où étais-tu? Qu'est-ce que tu faisais? Dans quel contexte est né le projet? Alors moi je suis originaire et j'habite toujours à Saint-Étienne, donc en France, en 99. Alors Brain Damage c'était déjà une émission de radio depuis 93 que j'animais sur une radio locale qui s'appelle Radio Dio, qui existe encore, une radio associative. Et assez rapidement je me suis mis à me concentrer sur le reggae et le dub sous toutes ses formes. Donc ça me permettait de relayer des trucs, des disques que j'allais chercher à Londres, etc. Des choses comme ça. C'est vrai que c'était tôt, là on est au début des années 90, donc c'était pas forcément trop relayé cette musique-là en France. Je faisais de la musique, moi je viens pas spécialement justement ni du reggae ni du dub, mais plutôt du punk rock, c'est ce que je dis à chaque fois. Donc voilà, j'ai officié dans plusieurs groupes de façon autodidacte à chaque fois, des bandes de potes qui font de la musique ensemble. Après, pour avoir écouté ces musiques punk et rock, souvent c'était parsemé, et ça c'est l'histoire des années 80 qui nous apprend ça, justement de production un peu reggae, un peu dub, donc c'est là-dessus que je suis arrivé à écouter ces musiques-là. J'ai fait cette émission de radio qui s'appelait déjà Brain Damage, qui, et c'est une autre influence, est un morceau de Pink Floyd au départ. Donc c'est juste pour dire que voilà, il n'y a pas que la Jamaïque qui a pu, ou l'Angleterre qui a pu m'influencer au niveau du reggae et du dub, mais aussi plein d'autres esthétiques. Et à force justement d'en écouter, d'approfondir, de me spécialiser un petit peu là-dedans, j'ai décidé avec quelques collègues de l'époque d'en livrer notre propre version de Stéphanois de la fin des années 90. On s'est aperçu assez rapidement qu'il y avait d'autres gens qui étaient en train de faire la même chose à Lyon, à Angers, c'était Hightone, c'était Zenzile, à Bordeaux, Improvisators Dub, et c'est comme ça que l'histoire est née en France. Justement, tu parles de scènes communes. Comment tu choisis tes collaborations? Parce que tu en as fait de nombreuses. Alors il y a une histoire par collaboration, Ouais. Vraiment, ouais. Donc c'est soit des gens qui m'appellent, ça a été le cas d'Hightone par exemple, pour faire un album ensemble, une tournée, auquel cas j'ai pas eu à réfléchir longtemps parce que c'était des gens avec qui on se croisait depuis pas mal d'années, et ça m'est apparu assez naturel de faire ça. Et puis il y a eu à chaque fois ça se fait quand même assez naturellement, ou alors c'est moi qui fait le choix. Par exemple avec Harrison Stafford, ça a été ayant été marqué par notamment les premiers albums de Groundation assez tôt, j'ai toujours considéré cette voix comme un peu unique, comme un renouveau quand même à l'époque du reggae contemporain. Je suis souvent pas très fan de ce qui peut se faire, j'avoue, au niveau du reggae contemporain, et là c'est vrai que pour moi il y avait une autre résonance, une autre approche qui vraiment me parlait. Pour avoir fait des choses avec des Jamaïcains et fouillé un petit peu les racines, fait des choses avec les Anglais, plus du côté du sound system, ça m'intéressait justement, vu que j'essaye de changer à chaque fois un petit peu de direction, de me tourner vers du reggae justement plus contemporain. Et pour moi, l'un des chefs de file les plus intéressants de ce courant-là, c'était lui. Donc là, par contre, c'est moi qui est venu à lui. À travers toutes ces collaborations, quelle valeur tu propages à travers cette musique, et je dirais même au-delà de la musique, tous ces projets-là? Parce qu'on peut voir sur l'album Yanomas que tu as eu un projet en Colombie, là Harrison Stafford de Groundation, la Vibronix Family du coup anglaise, il y a toujours une petite chose du coup derrière. Alors, je dois avouer un truc qui est peut-être pas super avouable, quoique je fais avant tout les choses pour moi, j'avoue. C'est parce que moi, je reste pas en place. Ça fait partie de mon personnage. Je tressaute, je suis comme ça. Enfin, c'est un trait de caractère. Je ferai pas deux fois la même chose. Je pense toujours à la lettre C quand j'en suis à la lettre B. Je suis toujours un peu sur qu'est-ce qui va se passer après, qu'est-ce que je peux faire. Il y a une espèce de soif, un côté insatiable, et le truc c'est que moi j'apprends des choses. Donc la première valeur pour moi c'est justement ça, d'essayer de m'enrichir un petit peu, pas financièrement si seulement, des rencontres que je vais faire ou que je n'ai pas encore faites, ou réfléchir à celles qui ont été faites aussi, ça m'arrive quand même.
C'est vraiment ça que je défends et à travers ça, à chaque rencontre va m'apporter un propos différent parce qu'elle va se situer sur un territoire différent, avec une culture différente. En Jamaïque, en Angleterre, ça ne se passe pas de la même manière, en France non plus. L'Angleterre, c'est pas loin, mais il y a un fossé entre la France et l'Angleterre, c'est clair, il y a plus que la Manche, il y a un choc culturel, il y a plein de trucs qui s'appréhendent pas de la même manière. Les États-Unis, n'en parlons pas. La Colombie, c'est encore une autre histoire. Déjà, de façon géographique, et j'allais dire presque ethnique, il y a plein de choses à découvrir. Il faut vraiment être à l'écoute si on veut avoir la prétention de comprendre 2-3 trucs. Parce que moi, ayant passé 15 jours en Jamaïque, je n'ai pas la prétention d'avoir compris grand-chose. Mais j'essaye d'avoir les oreilles les plus grandes ouvertes et d'essayer de voir un peu, et sans pour autant se renier. C'est vraiment le truc. C'est-à-dire que moi, il faut quand même que je garde ma patte au milieu de tout ça. Et c'est le mélange des deux qui va devenir intéressant. Et en général, j'essaye de faire en sorte qu'on s'entende avec les différents protagonistes, comme par exemple avec Vibronix. On s'est entendu assez rapidement sur un thème en commun qu'on a voulu développer, qui était assez spécifique. C'était la condition des soldats des armées coloniales de la Première Guerre mondiale, par exemple. Ça, c'était un thème qui a été proposé par Madou Messenger de Vibronix. Moi, j'ai immédiatement sauté dessus. C'est hyper intéressant en collaboration franco-anglaise, justement, on se tourne sur un fait historique où les deux pays étaient englobés sur une exploitation. C'est une réflexion sur le colonialisme, le racisme par extension, les horreurs de la guerre. Et de faire ça en commun, français-anglais, on s'est entouré du coup de gens en provenance d'Asie, d'Afrique, évidemment des West Indies, parce que c'était les territoires concernés par le sujet en question. On a pu développer un truc super intéressant, j'ai appris plein de choses, on a véhiculé un message aussi pour ceux qui veulent l'entendre, et on a également bien entendu fait de la musique. Il y a toujours plusieurs dimensions sur ce que j'essaye de proposer. On peut le prendre, j'allais dire au premier degré, non, mais comme de la musique, de façon tout à fait sensorielle, et après il y a toujours quelque chose qui est raconté, expliqué parallèlement, toujours. En Colombie, ça a été le cas également, il y a plein de choses à dire, plein de niveaux de lecture en fait. C'est vraiment ce qui m'intéresse. En parlant de la Colombie, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton voyage? Pourquoi la Colombie? Alors des voyages, il y en a eu plusieurs. J'ai eu la chance d'y aller 3 fois. La première fois, c'était un petit peu, pas un hasard, mais c'est Frédéric Péguillon, le directeur qui est parti là maintenant du festival Télérama Dub, qui m'a appelé parce qu'il voulait faire une édition de son festival à Bogota. Justement, il venait de passer du temps en Colombie. Il avait un feeling spécial avec ce pays. Il s'est dit, tiens, je vais faire une édition là-bas. Et il m'a appelé ainsi que Stand Eye Patrol et My Dub à l'époque. Et il a dit éventuellement plus si affinité, c'est-à-dire il connaissait mon goût pour justement les collaborations un petit peu aventureuses. Il a dit pourquoi pas si il y a des rencontres qui peuvent se faire. Il n'a pas fallu qu'il me le dise 2 fois. Je me suis libéré sans mentir. 24 heures après être sorti de l'avion, on était dans des studios, des gens en train d'enregistrer des trucs avec des gens que je connaissais pas, que je connaissais à peine. Il y a eu un accueil tellement hallucinant et une espèce d'émulsion sur Bogota de musiciens, d'idées, de choses. Il y a des travailleurs sociaux, etc., de propos. Et des gens qui avaient envie, une soif justement de collaborer avec des producteurs européens, etc., pour tout un tas de raisons. On s'est retrouvés enregistrés très vite et je me suis retrouvé à y retourner 2 fois pour réenregistrer des gens. À chaque fois, il y avait des lives et ça finit par aboutir à un album assez unique parce que, encore une fois, c'est une histoire qui elle-même est unique, qui n'est pas spéculée, sans dire que c'est mieux ou moins bien qu'autre chose. C'est encore une fois un résultat différent. On n'est pas dans certains clichés, cumbia électro, etc., ou des choses qui ont été déjà faites. C'est vraiment un truc, j'ai essayé de garder ma patte personnelle, mais en laissant la parole justement notamment à des travailleurs sociaux qui sont les premières personnes que j'ai rencontrées là-bas. Ce qui permet, c'est ce que je disais tout à l'heure, de relayer un propos aussi, de parler de cette ville, mais pas forcément des aspects les plus brillants, les aspects parfois un petit peu difficiles. La Colombie, c'est quand même une situation pas évidente. Donc moi, voilà, pour moi, c'est vraiment super intéressant. J'apprends des choses, je me permets de relayer un propos, et puis il y a un propos artistique également. Il y a tout pour moi pour faire un album. Comment tu amènes un propos avec tes machines, que ce soit en live quel est l'homme du coup derrière ces machines-là? Une espèce de bouillonnement général, ce qui peut se voir d'ailleurs sur scène, parce que je ne tiens pas en place non plus, les machines, je les maltraite. Je
je les laisse pas faire leur boulot. En gros, je les laisse pas être droite. J'essaye de casser un petit peu ce que j'ai construit parce que c'est moi qui ai mis des trucs dedans. Mais ce que j'ai mis dedans, l'idée, c'est que je veux le casser d'une manière un petit peu différente chaque soir. Ça, c'est une partie de mon travail au niveau de la restitution sur scène. Après, évidemment que je suis musicien, évidemment que le dub et le reggae m'intéressent, mais c'est seulement une petite partie du truc. Il y a une partie en moi qui est tout simplement producteur, c'est-à-dire que j'essaye d'avoir des idées de lieux où aller, de rencontres, de gens à rencontrer, de gens à juxtaposer, à enregistrer au bon moment. J'essaye de faire en sorte qu'ils me parlent de certaines choses à certains moments. Et ça, c'est un boulot de production en fait. Là, on n'est plus uniquement sur un travail de musicien ou on n'est plus seulement dans le dub ou le reggae, etc. C'est vraiment ça, moi, la dimension en plus que j'essaye de mettre, enfin celle qui m'intéresse dans les travaux. On ne parle plus de style de musique du coup. C'est ce qui m'intéresse le plus et je pense que je serai de plus en plus amené à faire des choses comme ça. Alors, et comment tu vis la finalité quand l'album paraît enfin? Ça va dépendre. En général, je me retrouve, je suis toujours très occupé, je suis en train de bosser sur le suivant. C'est souvent ce qui se passe. Mais il y a, pour être complètement honnête, à chaque fois, il y a énormément d'appréhension, bien sûr. Parce que c'est bien beau, là, je vous dis fièrement, oui, alors c'est jamais pareil, je défends ci, ça, je suis allé ici, là-bas, mais ça veut aussi dire que je passe d'un truc à l'autre, et pour que les gens suivent, c'est vachement compliqué, et ce que je comprends complètement. Quelqu'un qui va avoir apprécié un projet avec, par exemple, Harrison Stafford, parce qu'ils aiment bien Stafford, Groundation ou des choses comme ça, qui a une couleur un peu roots, qu'est-ce qu'ils vont avoir après un projet avec d'obscurs artistes colombiens dont on n'a jamais entendu parler, c'est tout en espagnol, on n'y comprend rien pour ceux qui ne parlent pas cette langue-là, c'est plus les mêmes sonorités, on est largué. Il y a eu des albums expérimentaux, des choses avec des poètes qui viennent du Japon ou des choses comme ça, alors qu'avant il y avait eu un album un peu de français, un peu digital. Enfin, donc je sais ce que je fais quand même, je sais que je malmène un petit peu les gens qui m'écoutent. J'en suis désolé d'ailleurs, hein, mais maintenant, avec le temps, il y a eu quand même 14 albums. Je pense que ceux qui vraiment écoutent depuis le départ, soit pour certains ont décroché et reviennent, parce qu'il y a des projets qui les branchent plus que d'autres. Il y en a qui sont fidèles et qui me font confiance, justement, qui me suivent et qui savent qu'ils ne vont pas avoir le prochain album. Ce ne sera pas un album de reggae colombien, ça c'est sûr. Maintenant, depuis le temps, ça fait plus de 20 ans, il y a des gens qui suivent et qui savent et justement qui attendent ça. Qui se disent alors qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter de nouveau, on est prêt à écouter peut-être même un style de musique ou une approche dont on n'est pas spécialement fan, mais on lui fait confiance parce qu'il a sa patte et c'est lui qui nous présente ça, il va nous parler d'autres choses en même temps et bon ceux-là évidemment je les chéris, c'est qu'ils ont ils adhèrent à mon truc, mais il y a une anxiété à la sortie de chaque album parce que je sais que je vais décevoir plein de monde, pertinemment. En même temps, je sais qu'il y a de nouvelles personnes qui vont arriver et qu'il y a des fidèles qui ne décrochent pas. Donc, c'est pas de tout repos. Est-ce que, du coup, dans toute cette expérimentation, quelle émotion tu as envie de faire ressentir aux spectateurs qui seraient en face de toi en live? Est-ce que tu t'es déjà dit, si moi je me voyais, qu'est-ce que je ressentirais de ma musique? Je peux me le dire facilement parce que je me suis vu, moi je fais que refaire ce que j'admirais quand j'étais gamin, j'avais envie, j'étais l'un de ces gamins qui avait des étoiles dans les yeux en regardant les gens sur scène proposer un truc que j'avais jamais vu en fait, et j'essaye de faire un petit peu la même chose. Le live et tout le discours que je peux développer autour des projets, du studio, ça c'est quand même à tête reposée, des choses à écouter, à réfléchir chez soi. C'est vraiment un travail de studio et d'album qu'on va écouter à la maison ou dans des contextes d'ailleurs ailleurs, au casque, dans des moments de vie. Le live c'est autre chose, c'est la confrontation. Là, je retrouve par contre mes origines et mes influences rock'n'roll beaucoup plus. C'est-à-dire que là c'est direct, c'est de l'énergie, c'est simplifié, ce sera peut-être pas toujours le cas. Quand je suis tout seul en tout cas pour l'instant c'est ça. Alors moi j'aimerais te demander ton meilleur souvenir et ton pire souvenir. Il y a eu des moments absolument fabuleux avec des légendes jamaïcaines par exemple, sur place à Kingston dans un studio mythique, donc forcément moi j'avais les poils comme ça, il y avait un producteur qui pleurait à côté de moi tellement les prestations étaient hallucinantes en face de moi, et un producteur jamaïcain qui connaissait ces gens-là, donc c'est pour dire que c'est pas un sentiment que j'ai eu uniquement. Après des bons souvenirs, il y a eu l'immense fierté par exemple de jouer Armageddon Time avec Willie Williams qu'on avait fait venir, qui est l'une de ces légendes qui ont fait le reggae là, justement dans les années 70 notamment en Jamaïque, et qui a écrit ce morceau qui est emblématique pour moi parce qu'il a été repris par The Clash
dans les années 80 justement, ce qui a fait un grand hit à l'époque. Et c'était représentatif justement de la rencontre des Anglais et des Jamaïcains et de cette espèce de clash qu'il y a eu entre les punk rockers et les Jamaïcains et qui m'ont fait un petit peu, c'est un petit peu l'histoire qui m'intéresse. Donc j'ai joué ce morceau-là avec cette personne-là, ça c'est un grand moment. Après il y en a eu plein en Colombie, il y en a eu plein quand on tournait dans les pays de l'Est, enfin il y a plein de choses même encore maintenant et j'ose espérer que le meilleur est à venir. The fire choke it up. Quant au pire souvenir, ouais, il y en a un qui est particulièrement cuisant, qui commence à dater là, mais ça se reproduira peut-être. En Pologne, sur un festival énorme où j'ai eu des problèmes techniques de machine, ce qui n'arrive pas si souvent, mais encore une fois c'est du live et tout, j'ai dû quitter la scène au bout de 25 minutes devant 3000 Polonais médusés. Et ça, c'est vrai que sur le coup, ça a été particulièrement dur et il y a une espèce de petite cicatrice. C'est con, hein, je pense que c'est un live, j'ai dû en faire 800 depuis, mais c'est marrant, hein, il y a une telle sincérité, une telle envie de bien faire, même encore au bout de 20 ans, que c'est juste, là on est dans l'inenvisageable, pas être capable de produire son truc, c'est vraiment très douloureux. Il faut vraiment que... Voilà, ça c'est un mauvais souvenir. Après 20 ans de tournée, je suppose plein de projets, plein d'émotions, entre tes tout débuts de carrière et aujourd'hui, le plus gros changement du coup qui est arrivé en toi à travers du coup le live ou la production? Il y a eu un changement. Sur les 12 premières années, on était deux déjà. Je travaillais avec un bassiste, donc ça c'est un gros changement. Il a décidé de faire autre chose, on ne s'est pas engueulé, etc. On s'est séparés de manière complètement à l'amiable et il avait envie d'agir dans un autre domaine complètement différent. Moi je lui ai dit que je voulais me permettre de continuer avec le même nom, l'histoire, et il n'y a pas eu de problème, etc. Donc ça a été quand même, il y a eu un avant et un après, ça c'est sûr. Ça a été un changement. Après, le truc, c'est qu'il n'y a pas eu sinon de grosses cassures avant ou après, ou alors très régulièrement. C'est justement le fait de changer à chaque fois, à chaque album, d'aller... Encore une fois, c'est vraiment très différent. Moi, les gens avec qui j'ai travaillé, à chaque fois, on ne parlait pas de la même chose, on ne s'y prenait pas de la même manière. Donc, j'en retirais des choses différentes. Et à chaque fois, oui, il y avait un avant et un après chaque projet, c'est sûr. Après, une grande cassure, non, je pense que ça reste assez continu, voire même étrangement. Il y a des choses qui sont telles quelles, peut-être tant mieux. Je disais à quelqu'un là tout à l'heure encore au téléphone, chaque fois que je fais un album, pour moi c'est le premier. C'est vraiment ça, c'est le premier, je recommence tout. J'ai beau en avoir fait moult avant, oui, alors évidemment je m'en souviens, c'est moi qui les ai faits, mais je me dis mais non, mais ça c'est presque, c'est pas moi. Bon, page blanche totale, voilà, on recommence, c'est vraiment ça. Encore une fois, je pense que tant que je serai dans cet état d'esprit, j'aurai envie de continuer à faire ça et j'aurai des choses à dire, l'histoire durera. Et après tout ça, est-ce que tu aurais un featuring improbable, un projet avec un artiste improbable, d'un autre style de musique, un truc complètement différent que tu aimerais bien faire, même si c'est qu'un rêve encore, mais... Plein, tous les jours. Tous les jours, je peux même pas citer de nom, si, je peux même dire que je suis sur un truc comme ça en ce moment précisément. Ok. Et que j'arrive pas à joindre la personne. Voilà. Et c'est dans un style complètement différent et je suis complètement comme ça devant la personne et je me dis, j'ai même fait des essais avec des bouts de voix sur un de ces albums où il y a un a cappella, etc. J'ai bossé un mois dessus. Encore une fois, là je blague pas, quoi. Ça fait plus de 20 ans que je suis sur ce projet, là j'ai l'impression d'avoir 15 berges. C'est génial. Voilà, je suis dans mon studio, je me dis non mais cette personne-là, il faut que je fasse ce truc-là, et j'ai fait de la musique autour, etc. Et j'essaye de lui envoyer comme si j'étais, comme je suis, une espèce de groupie à essayer de choper un artiste que j'arrive pas à choper. Je me heurte à un management et tout. Alors quelque part, ça me fait chier. Je me dis, c'est quand même limite humiliant. Je me dis, attends, j'ai 20 ans de métier, je sais pas combien d'albums et tout, j'en suis là à taper la porte, et on m'ouvre pas la porte d'un management. Et en même temps, je me dis, c'est justement. Voilà. Je pense que c'est plutôt bon signe en fait. Ça veut dire que j'ai des rêves, j'ai envie de faire des trucs, même si je plane, même si il y a des superstars c'est même pas une superstar, bon apparemment trop.
pour l'instant. Bon, peut-être ça se fera pas, mais tant que je vibre comme ça, déjà que je suis fan de musique, de quelqu'un, que je suis pas complètement blasé et que j'ai ces envies de collaboration-là, même si je me casse la gueule, tant pis, ça va pas m'arranger parce que j'ai vraiment envie de le faire et j'ai déjà engagé pas mal de trucs là-dessus. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais tant qu'il y aura cette envie-là, je pense que je serai vivant. D'autres projets à venir? Il y a une tournée qui commence dans 15 jours. Là. Alors là, c'est marrant aussi, c'est un peu atypique avec justement les Burning Heads et le Pub de l'Herbe. Donc ça, c'est rigolo parce que déjà, c'est des gens avec qui on s'entend bien depuis longtemps. Et pareil, c'est une manière de matérialiser un peu cette connivence entre le dub, le rock'n'roll, le punk, l'électro, justement de mélanger un petit peu les esthétiques, les publics. Parce que c'est vrai qu'on a tendance quand même un peu à scinder un petit peu les chapelles, y compris dans le dub et dans le reggae. D'ailleurs, rien qu'au sein il y a ceux qui font les choses comme ci, comme ça. Et attention, oula, toi t'as fait ça, mais t'as pas le droit, c'est pas comme ça qu'on fait. Ça me saoule un petit peu, donc c'est une manière un petit peu de décloisonner, c'est rigolo, et puis de rigoler, et puis faut qu'il y ait cet aspect-là, il n'y a pas de considération de business là-dedans, on a envie de faire ça, donc il y a cette tournée-là. Et puis, voilà, comme je disais tout à l'heure, je suis en train évidemment de penser à ce fameux 15e album, avec qui je vais bosser, etc. J'ai une idée précise qui est en train de foirer, mais en tout cas, je lâche pas l'affaire.